Bienvenue dans ce webinaire qui portera sur comment entrer en relation avec une personne non communicante souffrant de troubles cognitifs majeurs associés à une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Il est animé par Juliette Terpereau, orthophoniste à l'unité de psychiatrie de la personne âgée du centre hospitalier d'Aumeson, et Séverine Thérom du Gérontopole Pays de la Loire, et moi-même Jocelyne Guillon, directrice d'Humagogie et aidante. Autonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent des gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire sur une thématique. C'est vrai qu'après 75 ans, une personne sur 6 vivante à domicile présente des troubles cognitifs, si l'on se réfère à la Fondation de France, ce qui représente près de 2 personnes sur 3 des patients Alzheimer vivent à domicile et 1 sur 3 présente un stade sévère de la pathologie. Donc ce phénomène, évidemment, n'est pas sans conséquence pour la cheville ouvrière qu'est l'aidant, parce que lorsque les incapacités, les besoins et la réalité de la vie de tous les jours s'intriquent et imposent un accompagnement de l'aidant resserré, la nécessité de maintenir la communication avec la personne devient un défi au quotidien. Alors, comment interagir positivement? Y a-t-il une méthode à employer plus qu'une autre? Et puis, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Nous allons poser toutes ces questions à notre experte afin qu'elle nous donne quelques conseils pratiques pour une approche simple au quotidien. Donc, nous accueillons Madame Juliette Terpereau, qui est donc de formation initiale orthophoniste et elle exerce en psychogériatrie. Au fil de son expérience, elle s'est spécialisée dans le domaine de la personne présentant des troubles de type maladie Alzheimer ou maladie apparentée et elle va nous donner lors de ce webinaire quelques clés pour nous aider à communiquer positivement avec la personne que nous aidons. Je vous remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour ce projet de webinaire. Donc, je suis effectivement orthophoniste. Souvent, les orthophonistes sont connus auprès des enfants. Et on se dit alors, mais pourquoi auprès des personnes âgées, des personnes présentant des troubles neurocognitifs? Et finalement, l'orthophoniste étant un professionnel du langage et de la communication, elle a toute sa place, en fait, pour préserver le lien qui est fondamental entre un aidant et son proche qui présente un trouble neurocognitif majeur associé à une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, puisqu'en fait, en gardant cette relation, en gardant le lien de confiance, on peut préserver, ou en tout cas contribuer à préserver la qualité de vie de chacun. Une personne non communicante, donc c'est une drôle de question en fait pour une orthophoniste, puisque nous avons appris avec Paul Watzlawick que finalement, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, comment ça se fait que lorsque nous sommes interpellés, nous les orthophonistes, on nous dit mais la personne, elle ne communique plus. C'est vrai que ça vient dénoter de la part de l'interlocuteur, de la personne qui est touchée par cette maladie, que le référentiel commun a été modifié et qu'elle se trouve en difficulté. Donc, mon propos se construit ce questionnement, finalement, est-ce qu'on peut continuer à être un être communicant avec l'évolution de la maladie? Pourquoi les aidants ont cette question de vouloir continuer d'entrer en relation? Quel sens ça a pour eux? Et en quoi c'est très important aussi pour la personne, leur proche qui est touchée par cette maladie? Et comment on peut s'y prendre? Comment y parvenir? Donc voilà comment sera structuré ce propos. Pourquoi on en vient à se dire qu'on n'a plus de conversation, que ce qu'il dit n'a plus rien à voir avec la réalité, que je ne peux pas lui parler, on n'a plus rien à se dire? C'est parce que l'aidant peut être perturbé dans ses repères, parce que la personne en face de lui n'a plus accès au langage ou à un langage déformé, ou à chaque fois qu'il commence une phrase, la phrase ne se termine pas parce qu'il est confronté au manque du mot, il cherche ses mots. Il dit un mot pour un autre, ou alors c'est que son discours
le propos dans son ensemble qui n'est plus reconnaissable, n'est plus organisé ou logique, ou que la personne présente des troubles de compréhension, ce qui fait que l'aidant perd ses repères. Il peut être aussi confronté à une dernière chose que je souhaitais mettre en avant, c'est ce qui peut être déstabilisant, c'est que la personne peut quitter la réalité présente pour rentrer dans sa propre réalité. Et là, finalement, la personne qui présente une pathologie neurodégénérative, on dit souvent elle est désorientée, mais finalement, nous, les interlocuteurs, nous pouvons être aussi désorientés par ces réactions qu'on ne comprend pas toujours, ces façons de communiquer qu'on ne comprend pas toujours. Donc finalement, j'ai envie d'enlever ce terme non communicant pour venir avec vous, se poser la question de est-ce qu'elle ne communiquerait pas autrement et comment alors se former, découvrir des outils pour devenir un interlocuteur qui s'adapte. Donc la question, elle est là. Pourquoi les aidants, ils veulent continuer d'entrer en relation? Certainement parce qu'il y a un lien d'attachement, mais aussi parce qu'ils ont observé qu'à certains moments, sur certains thèmes, dans certaines situations, avec certaines personnes ou avec certains objets autour d'eux, on peut retrouver un lien. On peut voir des compétences émerger. Donc, ils l'ont déjà vécu, les aidants, de se dire « Ah, mais à certains moments, pourtant, ça se passe bien. » Et puis, on sait par les études auprès des aidants que finalement, s'il n'y a plus ce lien, s'il n'y a plus cette relation entre eux et leurs proches, eh bien, ça va contribuer à une forme de découragement puisque l'aidant peut perdre le sens de son action. Alors que s'il a des outils, c'est vrai, ça demande de se former. Si on a de bons outils, si on a aussi une façon de s'y prendre différente ou une posture, je dirais, un savoir-être différent, bien finalement, on peut rester en relation pour garder un lien de confiance. Donc, ça a du sens, ça vaut la peine. C'est un chemin semé d'embûches, mais qui vaut vraiment la peine d'être parcouru, puisque l'aidant va retrouver du sens à son action, améliorer sa vie et donc ricocher celle de son proche. En communiquant de façon adaptée, en gardant le lien de confiance, finalement, le proche malade aura moins de manifestations psychocomportementales difficiles. Donc, cela contribue au maintien à domicile. Donc, c'est la vie quotidienne qui va s'en ressentir, puisqu'en gardant un lien de confiance, l'ambiance à la maison, le contexte à la maison est plus serein. Donc, la vie est plus facile. Et effectivement, on a encore plein de choses intéressantes à vivre. Comment faire pour entrer en relation? C'est déjà une posture, c'est-à-dire une façon d'être. Pour que ça marche, il faut en avoir envie, déjà, avoir le désir d'entrer en relation. Il faut pouvoir bénéficier de formations, d'outils adaptés à la pathologie de la personne et peut-être oser changer de regard vis-à-vis de la personne. C'est vrai que la tentation est très forte de vouloir faire comme avant pour lutter contre la maladie, mais je reprendrai moi ces termes de Colette Roumanoff qui dit « à force de vouloir lutter contre la maladie, finalement, on lutte contre son proche et on ne génère pas un lien de confiance. » Et donc finalement, après parfois un long travail, des essais, des erreurs aussi, et recommencer, finalement on peut se dire mais est-ce que je peux aller plus loin que les mots que mon proche prononce, que le sens des phrases qu'il dit, le sens des gestes et des comportements qu'il a, et juste se dire, je peux rentrer en relation quand même avec cette personne au-delà des mots, et notamment en s'appuyant sur les émotions, parce que ça perdure jusqu'au bout de la vie. Donc, c'est continuer de voir une personne et pas seulement se figer sur la maladie, et aussi accepter pour les proches de communiquer différemment. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir être en relation, quitter le positionnement de « Ah, c'est Alzheimer, il fait encore n'importe quoi ». Ça, on va pouvoir mettre ça de côté progressivement et se dire « Mais s'il fait ça, c'est qu'il a besoin de le faire là où il en est. Peut-être que je vais comprendre parce que je vais faire des liens avec son histoire de vie, avec les rôles professionnels, sociaux que la personne elle a pu avoir, et j'arriverai à mieux comprendre, mais parfois, je ne saurais pas pourquoi mon proche dit ça ou fait ça. Et hier, j'ai un aidant qui m'a dit je me pose la question, est-ce que
je peux laisser ma femme faire comme ça finalement, si elle n'est pas en danger et si moi je ne suis pas en danger, je vais laisser le comportement être plutôt que de me dire mais on passe pas à la serpillière à 20 heures, n'importe quoi. Finalement, est-ce que c'est problématique? Si elle a besoin de le faire, peut-être que en laissant faire, ça va favoriser le lien que j'ai avec elle et apaiser la situation. Donc, cet aidant, il vient nous dire quoi? Que il cherche à ne pas mettre en échec sa femme, à ne pas se confronter à elle, et il va chercher vraiment les situations qui sont porteuses, les situations qui sont positives, là où la personne, elle va mettre en œuvre toutes ses compétences. Donc, c'est vraiment un changement de regard sur les choses et se dire qu'en observant bien notre proche, on peut le mettre en situation de réussite plutôt que de le confronter constamment à ses limites, ses limitations. L'aidant va avoir à observer, à faire des essais aussi pour recueillir les difficultés que son proche peut rencontrer, les limites auxquelles il est confronté, mais aussi les ressources. Je reprends le monsieur que j'ai vu hier, il me dit si je mets les habits dans l'ordre, finalement elle s'habille toute seule, mon épouse. Alors qu'au début, je voulais l'habiller pour que finalement ça aille plus vite ou qu'elle soit pas en difficulté. J'ai réfléchi autrement, j'ai observé qu'il suffisait de mettre les habits préparés et elle réussissait. Ça prenait plus de temps, mais finalement, elle le faisait par elle-même, donc c'était positif pour elle. Donc, il ne la met pas en échec, mais il la soutient juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire par elle-même. Donc ça, c'est dans tous les domaines de la vie que l'on va comme ça recueillir à la fois les limites, il faut les connaître pour ne pas mettre notre proche en difficulté. Eh bien, arrêtons de demander à nos proches qui ont des troubles de la mémoire de se souvenir, en tout cas de se souvenir dans le cadre de la maladie d'Alzheimer de ce qu'ils ont fait la veille. Finalement, c'est les confronter constamment à leurs limites et puis c'est une déception de plus pour les aidants, ça n'est bon pour personne. Donc on va chercher du positif. Alors l'aidant peut le faire par lui-même, il peut être aussi accompagné en cela par des professionnels et par exemple pour les orthophonistes, nous cherchons avec les proches les contextes qui vont favoriser la communication et l'émergence des ressources, des capacités de la personne. Donc, est-ce que la personne elle a besoin d'un endroit calme? Est-ce qu'elle a besoin d'être seule? Est-ce qu'elle a besoin plutôt d'être en groupe? Est-ce que, en fonction de ses centres d'intérêt, on peut ajuster les choses? C'est toutes ces questions-là que l'orthophoniste se pose. C'est repérer les capacités sensorielles, les capacités motrices et praxiques, c'est repérer les capacités aussi de relation, de sensibilité, je dirais, à l'autre. Est-ce que la personne, elle vous regarde? Est-ce qu'elle peut regarder avec vous quelque chose? Est-ce qu'elle est sensible aux émotions de ceux qui l'entourent? On va chercher aussi les capacités cognitives préservées. La personne reconnaît visuellement un objet. Est-ce qu'elle sait à quoi il sert? Est-ce qu'elle reconnaît l'émotion d'un visage? Est-ce qu'elle peut lire? Est-ce qu'elle a accès à une certaine compréhension si on s'adapte? C'est-à-dire que finalement, si je fais une phrase courte, si j'utilise un lexique simple, si je ne dis qu'une idée à la fois, peut-être que je peux permettre aux capacités de compréhension de s'exercer. Hein? Donc la question, elle est toujours d'être en s'ajustant à la fois aux limites cognitives et aux limites relationnelles. Donc, on va être sur ces deux plans. C'est-à-dire, je vais soutenir la personne en lui redonnant le thème régulièrement, en lui donnant le mot qu'elle cherche pour qu'elle puisse aller au bout de son idée. Parce que finalement, parfois, on croit qu'on laisse la personne chercher, comme ça lui fait travailler son cerveau. Mais au final, la personne, elle va renoncer à l'idée qu'elle voulait dire, qu'elle voulait transmettre. Et c'est ça qui est important, c'est finalement de partager qui nous tient à cœur. Donc, on arrête de vouloir faire travailler le cerveau. On est face à une maladie neurodégénérative, donc ça n'a pas de sens d'aller vouloir faire travailler la personne. Par contre, ce qui a du sens, c'est que là où elle a des compétences, on puisse les faire émerger, et là où c'est limité, qu'on puisse venir soutenir pour que la personne, elle puisse aller, par exemple, là, sur le manque du mot,
on lui donne le mot pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout, puisque ce qui compte, c'est d'échanger des idées entre nous. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va se positionner pour compenser les difficultés cognitives d'une certaine manière et aussi redonner une place d'interlocuteur, une place de sujet. Hein. Bon, ça dépend du degré d'évolution de la maladie, mais quand la personne a encore accès à un certain langage, si on lui redonne les données, elle peut s'exprimer, elle peut dire ce qu'elle en pense des choses. Voilà. Après, c'est vrai qu'à certains moments d'évolution de la maladie, le langage est moins présent et on va se questionner sur comment faire pour entrer en relation différemment. Et on va s'ajuster, donc je disais, aux capacités sensorielles, au centre d'intérêt de la personne, aux émotions qu'elle montre, parce que peut-être que les mots qu'elle dit, on ne les comprend pas, mais on va toujours avoir accès à la façon de le dire, qui va nous donner une indication sur l'émotion dans laquelle est la personne, et ça, on peut toujours rejoindre la personne sur le plan des émotions. Donc peut-être qu'elle a, je donne un exemple d'un ouvrage de Naomi Feil, mais peut-être qu'elle a chuté, ce qui ne veut rien dire, mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle était en colère. Et là, je peux lui répondre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne, au lieu, elle va se sentir accueillie dans l'émotion qu'elle a et dans une certaine mesure comprise sur un plan émotionnel. Donc, on va faire cette recherche avec les professionnels, mais aussi, enfin, l'aidant peut chercher dans sa vie quotidienne, mais il peut aussi être aidé par les professionnels. Je pense aux professionnels qui interviennent dans les équipes spécialisées Alzheimer, je pense aux psychomotriciens, aux ergothérapeutes, enfin, les psychologues, différents professionnels qui peuvent accompagner les dents dans cette recherche de limites et de ressources et surtout de situations, de contextes qu'on va créer pour que les ressources, elles émergent. Dans les outils, moi, je peux vous présenter celui pour lequel je me suis formée, qui est la validation. La validation, c'est une méthode de communication créée par Naomi Feil. Alors, validation en français, c'est pas forcément un mot qui parle beaucoup, mais valider, c'est dire que les émotions ont de la valeur. C'est reconnaître la valeur des émotions d'une personne. Et donc, cette méthode de communication permet d'offrir un soin relationnel aux personnes âgées, hein, puisque ça a été pensé pour accompagner les personnes qui ont plus de 70, 75 ans. Et on s'appuie pour ça sur une attitude empathique et des outils adaptés, en comprenant que la personne, malgré ses troubles cognitifs, comme toute personne âgée, elle est au travail psychique de vieillir. Elle est dans un mouvement où elle tente de remettre en ordre ses affaires avant le grand voyage. Chacun le fait dans ces âges-là, mais quand on est en plus une maladie d'Alzheimer ou parfois aussi des privations sensorielles, pour réussir à faire ce travail-là, on repart dans son passé. On fait des allers-retours, on va traiter les choses parfois traumatiques ou au contraire retrouver des lieux sécurisants où notre vie avait du sens. Donc, on se retrouve au travail, on se retrouve quand on était près de nos parents, on se retrouve quand on était une maman, un papa, où là, on avait des repères où on était utile, reconnu, occupé. Et finalement, on se raccroche on substitue à la réalité présente une autre réalité qui avait du sens pour nous et qui vient nous sécuriser. Soit la personne, elle va traiter des conflits émotionnels non résolus du passé, soit elle va chercher des ressources pour elle en substituant à la réalité présente une autre réalité, sa réalité. Donc on a ces 3 points d'appui, l'attitude empathique, qui est le fait de reconnaître l'émotion de l'autre sans en juger, de reconnaître que la personne, elle a des besoins, des émotions. Donc, ce sont des théories humanistes, c'est-à-dire des théories qui disent que l'être humain est en développement jusqu'au bout de la vie. Et on a aussi des outils adaptés. Donc là, vraiment des outils de communication verbaux et non verbaux pour devenir, nous les aidants, des interlocuteurs adaptés. Finalement, la validation, elle aide
la personne qui présente une maladie neurodégénérative, mais elle aide aussi les professionnels, elle aide aussi la famille. Le but est de favoriser la communication en s'appuyant sur la reconnaissance des émotions pour redonner l'estime de soi, redonner confiance en soi. Donc on est toujours sur ce lien de confiance, car si on garde la confiance de la personne, après on peut négocier une toilette, on peut négocier un soin, on peut négocier d'aller se promener, puisque la personne, elle se sent reconnue, donc elle sent qu'elle peut nous faire confiance et à ce moment-là, on va pouvoir faire les activités de la vie quotidienne. J'ai ciblé les outils en imaginant une personne qui pourrait ne plus avoir de langage pour s'exprimer, mais qui continue d'exprimer ses besoins, ses émotions, ses désirs au travers des gestes. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est désorienté, typiquement quelqu'un qui dit qu'il doit aller chercher ses enfants à l'école ou que sa maman l'attend, ou quelqu'un qui est en train de déranger des livres dans une bibliothèque, les défaire et les remettre, déchirer, empaqueter, aligner, trier. Voilà, quelqu'un qui est au travail d'aller détricoter sa vie puisque elle doit remettre cette personne ses affaires en ordre, comme je vous disais, dans le travail psychique de vieillir. Et donc, quelqu'un qui souhaite rentrer en relation comme ça avec quelqu'un qui finalement n'est pas branché sur le même canal, qui n'est pas branché sur la même réalité, comment il fait? Finalement, ça demande déjà c'est-à-dire de pouvoir être ici et maintenant, vraiment, de laisser partir aussi ses propres émotions, parce que parfois, ça nous attriste ou ça nous touche ou ça nous fait peur finalement de voir cette personne qui n'agit plus dans un référentiel commun. Donc, on va essayer d'être ici et maintenant, laisser partir nos propres émotions pour se brancher sur les émotions de la personne que nous souhaitons rencontrer. Donc, on va observer cette personne pour se dire, bon, elle est comment aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dans une émotion positive? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est tranquille? Voilà, on va, pour ça, se mettre en miroir de la personne. Donc, si elle est gaie, on va prendre le même visage qu'elle. Si elle est en colère, on va aussi marquer que l'on comprend bien cette colère. Si elle est en train de déchirer des choses, on va déchirer avec elle. Si elle est en train de lisser avec sa main des tissus, nous aussi, on va se mettre à côté ou de 3/4 par rapport à elle et on va lisser aussi avec elle ce tissu et on va pouvoir alors percevoir si elle lisse avec vraiment comme si elle était fâchée que quelque chose n'allait pas ou si elle lisse avec admiration ou avec douceur comme s'il s'agissait d'un petit bébé qu'on veut rassurer ou dont on veut s'occuper. Et là, nous, on va être renseignés. On va plutôt que de dire ce comportement, cette parole est complètement déphasé, on va rejoindre la personne et on va pouvoir alors s'approcher et entrer dans son champ, entrer dans son univers. Et ça va nous permettre après de nommer cette émotion. Et comme on ne sait pas forcément ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, on va dire ça, on va dire faire ça ou dire ça, ça vous fait du bien. Ou on fait ça quand on est énervé, vraiment, c'est insupportable. Vous voyez, on va nommer, puisque nous avons les mots. Et si on est juste, la personne, elle va nous regarder. D'accord? Vraiment, et si on n'arrive pas à rentrer dans son univers, c'est qu'il faut à nouveau observer la personne et puis se réajuster. Et on va pouvoir dire, j'ai l'impression là que vous devez aller chercher vos enfants et ça vous inquiète. Est-ce que c'est ça? Et déjà, on lui pose une question. Ça veut dire qu'on considère que c'est elle qui sait pour elle-même. Alors, on aura une réponse verbale ou on aura une réponse non verbale, mais on aura une information qui va nous dire si on est sur la bonne piste. Et on va pouvoir lui dire, mais vous pensez comme ça souvent à vos enfants? Et par exemple, utiliser alors le toucher réancrant, c'est-à-dire des façons de toucher les personnes que Naomi Feil a repérées comme venant répondre à des besoins ou à des émotions. Donc, on va pouvoir toucher dans la nuque, par exemple, quand il s'agit des enfants, faire des petits ronds dans la nuque pour rappeler comme les enfants s'accrochent à notre cou. C'est
tout simplement cette idée et venir répondre à cette personne qui était en train de raconter des petites comptines à sa main comme si elle était face à un petit enfant. Et finalement, on peut lui dire, j'ai l'impression que vous pensez à vos enfants, et on peut approcher la personne et chanter ensemble une comptine qui a à voir, par exemple, si je file un peu la métaphore, avec les enfants. Donc, on peut chanter Meunier tu dors, selon si la personne elle est dans quelque chose de dynamique ou très calme, on va dire, on va chanter une berceuse, ou alors on va pouvoir chanter des chansons plus dynamiques. Hein, sur le pont d'Avignon, vous voyez, c'est pas la même chose que fait Dodo, là, mon petit frère. Le fait qu'on se soit branché avant sur l'émotion de la personne va nous permettre de choisir le bon tempo pour parler, pour s'exprimer, pour se mouvoir, mais aussi pour les outils qu'on va choisir. Donc là, c'est pour illustrer, mais dans la validation, vous avez beaucoup d'outils. En fonction de la phase dans laquelle est la personne, vous allez choisir les outils. Donc là, il faut vraiment considérer que je vous donne un exemple pour quelqu'un qui serait en train de perdre les mots, puisqu'on était sur la question de la personne non communicante. Mais on a d'autres outils. Quand la personne, par exemple, accuse quelqu'un, elle ne trouve plus ses affaires et on lui a volé. Hein, puisqu'elle ne peut pas, inconsciemment, hein, mais elle ne peut pas reconnaître qu'elle a des troubles de la mémoire. Donc, si elle ne trouve pas ses affaires, c'est qu'on les lui a volées. Et donc, elle va s'en prendre je dirais au monde entier, mais en tout cas à l'interlocuteur qu'elle va avoir face à elle à ce moment-là. Et là, on aura besoin d'autres outils. Donc, ce n'est pas le propos, mais il faut pouvoir observer dans quelle phase est la personne pour choisir les bons outils ensuite. Mais que l'objectif qui est commun, quelle que soit la phase, c'est de permettre de garder un lien et que la personne ne se replie pas sur elle-même. Puisque si elle est en relation, au lieu de se dire, de toute façon, je parle et personne m'écoute, ou elle va avoir envie de se mettre encore plus en colère pour qu'on finisse par l'écouter, hein, en disant, mais je ne suis pas folle, je sais très bien ce que je dis et qu'on m'a volé mes affaires, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'avec des bons outils, on va pouvoir lui dire, mais qu'est-ce qu'on vous a volé? Plutôt que de vouloir lui prouver par A plus B qu'il n'y a pas de voleur ici, on va lui demander qu'est-ce qu'on lui a volé, par exemple. Et peut-être que cet objet, symboliquement, on lui a volé son alliance, et bien peut-être qu'elle a perdu son amour, son amoureux, ça lui manque. Enfin, vous voyez, il y a tout un jeu de symboles aussi, comme ça, que Naomi Feil a pu observer et qu'elle transmet dans les formations de validation. Une petite parenthèse pour que vous puissiez vous représenter un peu la validation, mais c'est une formation qui est donnée dans le monde entier, dans des instituts qui ont été validés par Validation Institute, qui est aux États-Unis. Donc, dans les outils, puisque ce webinaire il est destiné aux aidants, vous avez ce livre que je vous ai mis au centre là, La méthode de Naomi Feil à l'usage des familles, qui vient vraiment dans le vif du sujet. Hein, ma grand-mère dit des gros mots, ma sœur répète toujours la même chose, mon mari se croit en 1945, qu'est-ce que je fais? Hein, donc, c'est aussi, dans ce livre, on voit que c'est la réalité du quotidien, c'est à partir de la réalité que les conseils et les recommandations et les outils sont donnés. Donc, je vous invite vraiment à consulter cet ouvrage. Après, en tant qu'orthophoniste, moi j'accompagne les aidants. Il y a des aidants qui n'ont pas envie de lire. Ils sont déjà tellement fatigués que c'est trop. Donc, les orthophonistes peuvent donner aussi cet accompagnement quand elles sont formées à la validation. Ils peuvent expliquer et parfois la transmission orale, elle fonctionne mieux. Ça dépend des tempéraments, en fait. Un autre point important, donc en premier lieu, avoir des outils de communication adaptés, un positionnement pour rejoindre la personne sur le plan émotionnel plutôt que sur le plan du réel et du présent. Et un autre point, c'est s'appuyer sur les routines. C'est-à-dire que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire de ce qu'on a fait hier fonctionne moins bien, mais on a cependant une mémoire émotionnelle. Hein. Nous, on a des patients, on arrive, ils nous reconnaissent, ils ne savent pas qui on est, notre nom et notre fonction, mais ils nous tutoient en disant « Ah, te voilà, ça me fait bien plaisir ».
parce que les séances se sont bien passées. Donc, en mémoire émotionnelle, ils se souviennent d'avoir fait des choses avec nous qui étaient plutôt agréables. Et moi, j'ai des patients, par exemple, qui viennent à un groupe. Ils ne sont jamais venus tous les lundis matins. Ils ne sont jamais venus à l'hôpital, sauf qu'ils s'asseyent à la bonne place. Et quand je demande où sont les crayons, ils savent où ils sont rangés. Et donc, pour la vie quotidienne, bon, là, c'est pour illustrer, mais pour la vie quotidienne, on peut aussi utiliser ces ressources qui sont préservées et créer des routines, créer des façons de faire et des façons de dire les choses qui vont être constantes pour aider la personne. Donc, à lui proposer des choses qu'elle fait déjà, des choses qui l'intéressent et choisir un lieu qui fasse repère pour la personne. Pour vous donner un exemple, j'ai travaillé récemment avec une fille d'une patiente. Donc, la fille vit avec sa maman et sa maman est toujours inquiète de savoir où est sa fille. Et donc, elle voulait toujours avoir l'agenda de sa fille. Donc, sa fille lui avait mis dans la cuisine, sur une table, sur le frigo, sur différents cahiers, différents supports. Et puis, je lui ai demandé, mais observez votre maman, savoir où elle passe dans la maison, quel est son point de repère, quel est... Et finalement, la fille a fini par trouver qu'il y avait une commode où autrefois il y avait le téléphone fixe, où la dame avait dans le tiroir eu l'habitude de mettre son propre agenda. Et finalement, à cet endroit-là, la fille a mis son agenda. Et au lieu de demander à sa mère de se souvenir de l'information pour l'écrire dans l'agenda, c'est la fille qui a écrit dans l'agenda à un endroit où la personne passait régulièrement. Et maintenant, cette dame lui dit, je suis soulagée, je suis rassurée. Et dans l'information verbale que la fille pouvait donner, elle lui disait « Ah, tu as besoin de savoir cette information, c'est vrai que c'est important, allons voir ce qui est écrit sur l'agenda. » Et donc, elle avait cette formule, c'est-à-dire de reconnaître d'abord le besoin de sa maman, d'aller ensemble dans un endroit qui fait déjà un repère pour la personne et le faire toujours sur les mêmes modalités. Et on peut le modéliser pour toutes les actions de vie quotidienne. Je vous ai mis cet ouvrage de AG&D Montessori. Là, en fait, un des organismes qui forment à la méthode de Montessori à destination des personnes âgées. Et il propose vraiment quel genre de soutien, quel genre d'adaptation du contexte autour de la personne on peut proposer pour les activités de vie quotidienne. Donc, c'est un autre regard, si vous voulez. C'est un regard non pas sur une maladie, mais sur une personne porteuse de handicap. Et donc, se dire, la personne, elle est en situation de handicap, donc je vais faire bouger cette situation pour la mettre en possibilité de réussir. Donc, c'est ce regard-là que la méthode Montessori apporte, de dire, est-ce que si on ajuste le contexte, est-ce que si on donne plus d'informations ou moins d'informations, si on donne des couleurs, des repères, des routines aussi, la personne peut continuer à faire par elle-même. Donc, à avoir une façon de reprendre le contrôle sur sa vie, à avoir envie de faire les choses et de les faire de façon plus autonome. Et donc, de retrouver un rôle aussi, c'est vraiment ça, les objectifs de la méthode Montessori. On peut, je vous ai dit, entrer en relation en ayant des outils de communication adaptés, en créant des routines et en adaptant le contexte. Une autre possibilité, c'est de se rencontrer autour de médiation. Une médiation, c'est un support qui permet de se rencontrer, en fait, autour de cet objet ou de cette personne ou de cette exposition, de ce film, de ce concert, voilà, ça peut prendre n'importe quelle forme. On va pouvoir vivre ensemble un bon moment et avoir quelque chose autour de la vie agréable plutôt que simplement s'occuper de son proche. Et pour ça, on peut créer des supports personnalisés qui vont soutenir la personne dans ses valeurs, qui vont soutenir la personne dans son identité et venir aussi répondre à son besoin d'être utile, occupé et reconnu. Et donc, je vous ai mis quelques exemples, moi, de ma pratique en tant qu'orthophoniste, où avec des aidants, nous avons créé des albums de vie ou des albums sur tablette, en fait, c'est juste une question de support, mais on a créé des albums de vie où on rentrait vraiment dans les détails de ce que la personne nous racontait, et puis arrivé à un moment d'évolution dans la maladie, la personne ne racontait pas toujours la même chose à partir de la même photo. Donc, on a enlevé le texte, on a gardé les photos et la personne racontait ce qu'elle avait besoin de raconter. Et donc, ces albums ne sont pas un livre d'exercice pour aider la personne à mieux se souvenir de sa vie. C'est tout le contraire.
C'est un support pour entrer en relation et être ensemble autour de quelque chose. Et on laisse la personne finalement dire ce qu'elle a à dire à partir de la photo. Donc sur le même modèle, on a fait la même chose grâce à des étudiantes en orthophonie avec des objets évocateurs des goûts, de la vie, des centres d'intérêt de la personne. On a aussi, en prenant appui sur un film qui s'appelle Toute la musique que j'ai aimée, on a créé des playlists pour les personnes, des carnets de chants, dans le même esprit des filmothèques, que finalement les personnes, elles peuvent ressortir, vous savez, quand il est 16h, 17h, que la personne a des moments d'agitation, des moments où elle se demande où elle est, si elle doit partir, rentrer. Eh bien, c'est là que les médiations, elles vont être vraiment source d'apaisement. On va regarder ensemble l'album, on va ouvrir le coffret, on va écouter ensemble de la musique, on va pouvoir danser, on va peut-être ouvrir notre petite mallette de massage et offrir un massage de la main, un massage du visage, des pieds, ou lire ensemble un livre ou regarder un livre avec des belles photos, des belles images ou des belles peintures. En fait, c'est en fonction de ce que la personne aime. Et aussi, ça va être important avec l'avancée de la maladie d'avoir des objets pour faire et défaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir tricoter, détricoter sa vie, eh bien, on va aussi faire et défaire. On va modéliser ça par le mouvement. Donc, ça peut être avec des caplas, avec des tuyaux qu'on assemble, des bricolages, des écrous, des vis, des serviettes à plier, des livres à ranger. Voilà, on a le sac d'Augustine qui existe dans cet esprit-là. On a aussi tous les objets multisensoriels qui sont utilisés en snozélène, par exemple. Voilà, donc différentes choses qui peuvent être utilisées en fonction des goûts et des capacités aussi de la personne. Un coffret de vie, là à gauche, un album de vie, voilà, quelqu'un qui avait sa première voiture. Donc, c'est ce genre de choses qui vont soutenir la personne vis-à-vis de son histoire, son identité et permettre aux aidants d'explorer, découvrir, partager ensemble un petit moment en utilisant les supports. C'est vraiment la clé d'essence qui nous a ouvert la porte, comme dit Martine Perron, quand le serrurier est animé d'un désir d'entrer en relation, finalement, ça peut fonctionner, on apporte un objet et on le découvre ensemble et ça déclenche des souvenirs ou simplement un échange par le fait d'explorer l'objet. Et donc, c'est cet ouvrage que je vous ai mis en valeur ici. Donc, sur les médiations, je vous ai déjà dit ces éléments-là. Sachez que parfois, la personne se révèle aussi quand elle est en groupe, en reprenant des rôles sociaux, en fait, qu'elle a connus. Et puis, certaines personnes ont aussi besoin d'aller dans la nature, hein, ne jamais oublier ça. La nature est moins contraignante, il y a plus de liberté et parfois la personne juste va s'apaiser parce que l'espace est ouvert. Et parfois, il faut faire venir la nature à soi, créer des supports, des jardins, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquemment aidant pour les patients. Pour conclure, je voulais reprendre certains points importants pour nos aidants, pour les aidants même professionnels finalement. Pour réussir à utiliser tout ça, il faut avoir les idées suffisamment claires parce que ça demande de l'énergie, ça demande de se positionner autrement, donc de quitter des habitudes. Et pour avoir les idées claires, il faut déjà pouvoir dormir, hein, il faut pouvoir s'alimenter correctement, donc trouver du répit aussi pour pouvoir commencer à penser, ne pas être complètement isolé et en charge totale de son proche, pouvoir avoir du ressort et d'autres façons d'être. Il faut quand même avoir des forces et des soutiens. Donc, se former, avoir des outils, parce que même si on est la personne la plus gentille du monde, quand on est avec quelqu'un qui nous dit qu'elle doit aller voir sa maman qui n'est plus là, savoir quoi dire, quoi faire, c'est pas si simple si on n'a pas appris. Et donc, ne pas hésiter à se former pour être outillé et se faire aider par les professionnels et aussi les associations. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que les professionnels ont une palette d'outils à proposer parce qu'en fait, tous les outils ne fonctionnent pas avec tout le monde. Et donc, on est dans une recherche de quelque chose de très spécial pour ce duo-là en particulier. C'est deux personnes qui sont uniques et qui forment un binôme, un tandem unique aussi. Ne culpabilisez pas non plus en disant moi j'arrive pas à faire ça ou à utiliser telle chose ou à faire comme ci ou comme ça, mais
peut-être qu'il y a une solution très spéciale à trouver pour vous, pour votre proche, hein. Et aussi, vous invitez les aidants à être accompagnés dans la durée, puisqu'il s'agit de maladies évolutives, neuroévolutives. Ça veut dire qu'il va falloir se réajuster constamment. Donc, chercher des solutions, des adaptations régulièrement. Merci à vous, Juliette. C'était super riche. Merci à la CARSAT pour ce soutien, au Gérontopole Pays de la Loire pour votre participation, à Juliette pour cette présentation très claire et à tous les aidants, je vous souhaite une belle journée.